Bonsoir à tous, nouveau numéro de Putsch Live ce soir, en ce vendredi. Nous recevons pour cette nouvelle séquence, nouvelle saison de Putsch Live, émission que vous connaissez bien, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Thaïs Descuffon. Thaïs, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, très bien, et vous? Je suis en pleine forme, très bien. On vous reçoit ce soir sur le plateau de Putsch Live avec toutes les voix discordantes. C'est notre boulot dans le pluralisme des voix. On entend tout le monde et on essaye de comprendre, de décrypter et surtout de laisser parler ceux qui font l'actualité. Parce que Thaïs, vous avez fait l'actualité le 13 juin dernier. Je vous représente pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous militez chez Génération Identitaire. Depuis plusieurs années, vous faisiez partie des jeunes de Génération Identitaire qui étaient sur le toit à Place de la République le 13 juin dernier pour la manifestation du collectif Traoré. Et vous avez déployé cette immense banderole pour faire un coup d'éclat, un coup de pub. C'est vrai que c'est votre mode d'action chez Génération Identitaire de faire des coups d'éclat, des choses qui se voient, des choses dont on parle. Vous aviez même dit chez le confrère TV Liberté que vous aviez finalement parasité l'emballement médiatique qui était là pour cette grand rassemblement. Voilà, donc vous dénoncez aussi, on va en parler, vous dénoncez le racisme anti-blanc. Donc on va parler de tout ça. Ce qui m'intéresse, Thaïs, première question, c'est vous êtes très jeune, vous avez 21 ans, vous êtes étudiante. Alors, grosso modo, quel est votre parcours scolaire et qu'est-ce qui a fait le lien après avec cet engagement, Thaïs Descuffon? Mon parcours scolaire, il était assez banal. J'ai alterné entre l'établissement public et l'établissement privé à Toulouse. Et puis, je me suis orientée vers une filière littéraire en terminale. Et à la suite de ça, je suis allée assez naturellement vers une licence de langue étrangère à l'université Jean Jaurès de Toulouse, dite Le Mirail, parce que j'avais une certaine affinité, facilité avec les langues étrangères européennes, l'anglais, l'espagnol et option russe. Voilà. Et puis également le côté littéraire et historique qui était assez prononcé dans la filière que je choisis. D'accord, très bien. Donc c'est un parcours scolaire finalement tout à fait normal, on va dire. Là, on aime bien, moi j'aime bien en fait aussi revenir aux origines. Bon, vous êtes très jeune, mais savoir aussi qu'est-ce qui vient avant l'engagement, comment on est dans cet engagement-là. Et la politique, en fait, quel était votre regard en politique avant d'aller chez Génération Identitaire? Vous la suiviez? Je suivais, je pense, comme la plupart des gens, avec un peu les informations à la télévision ou les différents médias sur Internet, parce qu'en réalité, c'est surtout comme ça que s'informent les jeunes aujourd'hui. J'étais intéressée par la politique et l'histoire de toute façon depuis à peu près la première, la terminale, mais vraiment le déclic que j'ai eu qui m'a poussée à m'engager, c'est lorsque je suis entrée à la faculté, où j'ai observé quand même des constats assez alarmants de mes propres yeux, quand j'avais ce sentiment d'être devenue étrangère de ma propre ville, que passer une certaine station de métro, j'étais quand même une des seules blanches qui était dans le métro, ou quand je rentrais de cours le soir, je me sentais quand même très en insécurité. Il y avait, de par le fait que j'étais française d'origine européenne, et aussi parce que j'étais une femme, et l'origine des agresseurs ou des harceleurs était quand même assez homogène, pour ne pas dire exclusivement d'origine africaine, nord-africaine. Et donc voilà, et en fait, finalement, j'ai refusé de rester inactive. Et je me suis dit, si moi je ne m'engage pas, qui le fera? Et c'est vraiment cet engagement individuel à prendre, où je me suis dit, voilà, je vais franchir le pas. Si je refuse que mon pays soit comme ça, il faut que j'agisse en conséquence, que j'aille au bout de mes idées. Et en fait, cet engagement, ça a été d'arrêter de subir ce que je vivais et ce que je voyais aux informations, à finalement agir concrètement sur le terrain et influencer la vie politique de mon pays. Alors, sur les origines de votre engagement, on avait donné la parole au collectif Némésis, qui est à Paris notamment, qui a fait des vidéos de rue où on voit des jeunes filles harcelées, insultées, et cette vidéo avait fait pas mal de vues, donc on les avait reçues, et elles convergent avec vous sur ce constat qui est le vôtre, effectivement, et elles se disent féministes, mais elles appellent à une prise de conscience de ces problèmes-là qu'elles dénoncent dans les rues de Paris notamment. Après, pourquoi? Alors, la question que j'ai envie de poser, Thaïs, vous parlez d'engagement, donc vous avez donné les raisons de votre engagement chez Génération Identitaire. Pourquoi Génération Identitaire plutôt qu'un parti politique plus en vue, on va dire, parti politique établi?
Oui, c'est une bonne question. Il y avait les raisons, elles ont été multiples. Ça s'est fait assez naturellement, mais je pense que c'était assez inconscient. Déjà, il y a l'aspect communautaire qui est très fort à Génération Identitaire, parce que c'est un mouvement de jeunesse voilà, qui regroupe des jeunes de France, mais aussi d'Europe. Et c'est vraiment rentré dans une famille militante. On découvre vraiment cet aspect voilà, communautaire, de fraternité, d'entraide. Et je pense que c'est très séduisant dans une société une société atomisée où les gens sont très individualistes, où il n'y a plus vraiment de lien social, de tissu social. Et ça passe aussi par là à reformer des communautés. Et donc là, via le militantisme. Et puis voilà, parce que c'était également un mouvement de jeunesse créé par des jeunes, pour des jeunes et composé essentiellement de jeunes. Et donc ça c'était très, très motivant de voir que la jeunesse est capable également de s'engager. Comme moi, voilà, je me retrouvais dans les militants que j'ai rencontrés. Oui, Et c'est des gens puis qui défendaient les mêmes idées que vous, ou du moins le constat que vous aviez fait. Hein. voilà, c'est ça. Et que je me suis dit, mais mes idées sont légitimes, d'autres personnes pensent comme moi. Et vraiment, c'était très, très motivant. Et puis évidemment, cette soif d'action qui est quand même le propre de la jeunesse, où on a envie d'agir et avec des actions fortes, des prises de risques, un peu d'adrénaline aussi, vivre une expérience vraiment hors du commun. C'est des actions spectaculaires, des histoires incroyables à raconter après à ses Ouais. amis, à sa famille. Enfin, c'est vrai que c'est pas un parti politique. Je pense que c'est une tranche d'âge un peu plus élevée. Et puis de toute façon, je me retrouvais pas vraiment dans la plupart des partis politiques français qui défendaient pas vraiment entièrement mes prises de position. Et voilà, c'est ce que j'ai trouvé en m'engageant là. Oui, ce qui est frappant, c'est votre jeunesse, je le répète, hein, s'engager à 20 ans, enfin 19 ans, 20 ans dans un mouvement, parce qu'on l'appelle comment finalement, Génération Identitaire, ça se définit comment? C'est un mouvement, Oui, c'est ça, c'est un mouvement de jeunesse politique, donc français, européen, voilà, qui souhaite défendre l'identité contre l'islamisation, l'immigration. Voilà, donc voilà, vraiment un mouvement qui est complètement indépendant d'un parti politique, qui occupe le terrain activiste, tandis qu'un parti politique va occuper le terrain électoral. C'est des champs qui peuvent être complémentaires, mais qui ne sont en aucun cas affiliés l'un à l'autre. Et c'est vrai que du coup, on a une certaine liberté de penser et d'agir, puisqu'on n'est pas relié à un parti qui est assez agréable. d'accord, d'accord, ouais, vous dénoncez finalement peut-être la verticalité de certains partis politiques où on est obligé de s'exprimer toujours sous l'égide, la bannière ou le fanion ou l'étendard du parti en question. Moi, j'ai envie de vous poser une question, Thaïs. Quel est votre rapport personnel, hein, je ne parle pas pour vous parce que quel est votre rapport à la démocratie? Voilà, quel est votre rapport à la démocratie et comment vous la concevez finalement? Alors, vaste question. Oui, Alors, la démocratie, c'est, je pense, évidemment le régime politique qui défend l'intérêt des peuples européens. C'est de toute façon un régime qui nous est directement transmis de l'Antiquité. Et puis, donc voilà, je pense que c'est un régime politique qui peut être très bien et qui d'ailleurs est très bien quand il est bien utilisé. Après, malheureusement aujourd'hui, dire qu'on est en démocratie, je pense que c'est une mascarade. Parce que quand on voit que dans certains référendums, notamment celui de 2005, qui visait, il me semble, une réforme de la Constitution le européenne, traité constitutionnel de l'Union européenne, tout à fait. 2005, voilà, traité de Lisbonne. Mhm. c'est ça, et que la volonté du peuple français n'a absolument pas été respectée. Donc dire aujourd'hui qu'on est en démocratie, je pense que c'est faux. Mais évidemment, en fait, le moyen d'action qu'on a à Génération Identitaire, qui est le happening médiatique ou appelé également agite-prop, ça n'aurait finalement aucun sens si on n'était pas en démocratie, parce qu'on peut directement influencer sur la façon de penser des gens et donc sur leur vote. Donc je pense que c'est un régime qui peut être très bien adapté. Notamment, on a des bonnes démocraties en Europe qui fonctionnent bien, que ce soit la Pologne ou la Hongrie. Oui, alors là, vous citez effectivement ce groupe Visegrad, hein, ces pays d'Europe centrale, même Europe centrale, Europe de l'Est, chacun y trouvera avec effectivement des partis d'ailleurs qui ont été mis au banc, enfin au banc de l'Union européenne, du moins qui sont très controversés depuis Bruxelles, avec beaucoup de tensions entre la Hongrie, la Pologne, envers la Commission européenne et le Parlement européen. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est décomposer le mot génération identitaire. Quelle définition, quelle conception, Thaïs Descuffon, vous faites de l'identité aujourd'hui? C'est un Alors, enracinement, c'est une façon de penser, c'est une façon d'être français.
L'identité, c'est un peu comme l'intelligence, c'est que c'est difficile à définir, mais que ça se Ouais, reconnaît facilement. En d'accord. fait, pour la définition, on va dire un peu plus stricte et formelle, je dirais que l'identité, c'est l'ensemble des caractéristiques qui forment l'homogénéité, l'unité d'un peuple et sa spécificité. Voilà, donc c'est le peuple, c'est la langue, c'est la culture, c'est son mode de vie, sa façon d'être et d'agir au monde qui lui est propre. Donc ça, c'est pour ce qui est un peu plus formel, mais concrètement, par quoi ça peut être quelques exemples, ce sont des références communes, que ce soit les théâtres romains, les cathédrales gothiques, des personnages historiques qui ont forgé notre civilisation, dont Juan d'Autriche, Godefroy de Bouillon, Saint-Louis, les rois catholiques, etc. Mais plus récemment, également, c'est tout simplement la civilisation du progrès technique, la fusée Ariane, la Ferrari, et c'est la civilisation de la chimie, la civilisation de la science. Et donc voilà, c'est un ensemble de choses. Puis c'est également le rôle de la femme et de l'homme dans la société. La place de la femme dans la société qui est très particulière dans la civilisation européenne. Elle a entièrement sa place dans la vie de la société. On a de toute façon des grandes figures féminines dans l'histoire de France, que ce soit Sainte Geneviève ou Sainte Jeanne d'Arc, évidemment. Euh, voilà. Et puis, donc, voilà, tout simplement, c'est cet ensemble de choses qui fait de manière plus, on va dire, plus simple que en France, je me sens en France, et puis voilà, en République tchèque, je me sens en République tchèque et pas en Namibie. Donc voilà, ça me semble assez Ouais. bien résumé. Et est-ce que l'identité, finalement, n'est-elle pas soluble dans ce qu'on a voulu? On est passé du marché commun au marché unique. Aussi, est-ce qu'on n'a pas voulu, c'est une question que je vous pose, hein, Tête d'Escuffon, est-ce qu'on n'a pas voulu, à un moment donné, notamment sous le chaperonnage de l'Union européenne, finalement, déraciner le citoyen pour en faire un simple consommateur, qui aussi fait que les gens sont peut-être moins à l'écoute, du moins s'intéressent moins à ce qui fait ou à ce que va devenir leur nation, en l'occurrence ici, la France? Je pense pas que ce soit nécessairement la faute de l'Union européenne. De toute façon, c'est vrai qu'il y a une société de consommation, mais ça, c'est aussi du fait de l'américanisation ou ce genre de choses. Je pense que l'Union européenne, c'est une institution qui peut être très bien si elle est encore une fois bien utilisée. En l'occurrence, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Elle dessert complètement les intérêts des Européens. Mais je pense que ce désintéressement de la vie politique, il est dû à plusieurs raisons, notamment chez les jeunes. Ils ont complètement perdu ce sentiment d'appartenance à un peuple, à un pays, notamment parce qu'il n'y a pas de transmission qui s'est faite avec la génération précédente, notamment de mai 68. Donc, soit ils n'ont pas conscience de cet héritage, soit ils n'ont pas conscience d'en être les héritiers. Et donc, ils ne voient pas l'intérêt de le transmettre et de le défendre. Donc, aucun intérêt à s'engager en politique. Mais également, il y a la nullité complète du système éducatif en France, qui est le système de la médiocrité et de l'incompétence. Et puis, évidemment, nos élites politiques, si on peut appeler ça des élites, qui sont complètement nulles et qui sont complètement hors sol, déracinées. Et il n'y a aucun contact qui se fait avec sa population. Et donc, c'est vrai que d'avoir des gouvernants de cet acabit ne donne pas envie à la jeunesse de s'engager. Oui, vous pensez que le fossé vient de là, en fait. Il y a une certaine incompétence, selon vous, de la classe politique depuis plusieurs années qui ne pousse pas les jeunes à aller militer dans des partis, quels qu'ils soient. Mais finalement, cette jeunesse, elle ne s'intéresse pas, selon vous, à la politique. Vous avez dit un peu, mais quelles sont les raisons, finalement? Est-ce qu'on ne revient pas, désolé de revenir sur l'idée, mais est-ce qu'on ne revient pas, finalement, à une espèce d'hédonisme personnel, un peu égoïste, sur des choses de la vie courante qui sont le mainstream, qui sont toute une série de choses, une espèce de ludisation, je dirais, j'invente un mot qui n'est pas français du tout, mais voilà, quelque chose qui est très ludique. On a fait une société ludique. Oui, oui, c'est vrai qu'on est la société de l'individualisme, hein, chacun pour soi, et donc après moi le déluge. Donc, mais si, je pense sincèrement que si les jeunes ont, notamment à l'école, dès l'enfance, on leur apprend voilà, la civilisation dont ils sont les héritiers, qui vraiment ils aient ce sentiment aussi de fierté quand même d'appartenir à la civilisation la plus brillante de l'histoire de l'humanité, c'est quand même des choses à ce moment-là où on doit pouvoir avoir envie de se battre pour elle.
Alors, on va parler maintenant de votre militantisme. J'ai lu, effectivement, que je crois que c'est vous qui avez dit ça, des Escuffons, le but n'est pas de se couper de la réalité du quotidien pour se réfugier dans le militantisme, il faut rester équilibré. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette déclaration, ou du moins cette citation? Oui, complètement. Il me semble que c'était une phrase que j'avais dit à un entretien que j'avais eu avec Passe Politique, qui est justement un site qui souhaite réconcilier les jeunes avec la politique. Et effectivement, c'est un écueil qu'on pourrait avoir en s'engageant parce que c'est tellement galvanisant, etc., qu'on pourrait vouloir se jeter à corps perdu dedans, advienne que pourra. Mais ce qu'on attend des jeunes qui s'engagent à la génération identitaire, c'est qu'ils soient socialement intégrés. On ne veut pas des marginaux. Parce que, voilà, concrètement, moi, j'étais étudiante. Également, je travaillais en temps partiel dans une école. Donc, voilà, j'avais un cercle d'amis également en dehors. Je n'étais pas déracinée et complètement embrigadée dans je ne sais quel mouvement. On veut des personnes équilibrées dans leur vie personnelle également, parce que c'est important. On ne peut pas attirer les personnes, on va dire, normales si nous-mêmes, on a une image de marginaux. C'est pas de séduisant. Et de toute façon, on veut montrer que nos idées sont légitimes et complètement normales. Donc, à partir de ce moment-là, quoi de mieux pour ça que d'avoir des personnes équilibrées. Et oui, concrètement, ça passe par là. On veut être normaux et radicaux. D'accord, donc effectivement, c'est une pierre de voûte, une clé de voûte, pardon, selon vous, de génération identitaire. Vous définissez génération identitaire comme un Greenpeace de droite. Alors ça m'a surpris, mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus, Greenpeace de droite. Oui, en fait, c'est parce que Greenpeace, c'est quand même un mouvement qui est assez connu pour ses actions assez spectaculaires. Et en fait, c'est juste pour faire un certain parallèle, même si on n'a pas forcément les mêmes idées, etc., ou on ne défend pas les mêmes choses. Mais c'est vrai qu'on utilise le même mode d'action qui est le happening médiatique, l'agit-prop, des actions à forte portée médiatique, des actions spectaculaires qui visent voilà, à attirer l'attention des médias pour amener nos thèmes sur le débat public, que les politiques s'en emparent et avoir des retombées médiatiques et politiques concrètes suite à nos actions. Bon, c'est pour ça qu'on fait un certain parallèle avec un Greenpeace de droite, mais voilà, bon, vous vous doutez que les thèmes ne sont pas les mêmes abordés. Oui, j'ai bien compris. Mais une question aussi, quand vous faites des actions comme celle du 13 juin, place de la République, sur ce toit où vous déployez cette banderole, à un moment donné, est-ce que derrière, il y a des gens qui vous contactent? Est-ce qu'il y a des gens de tout un commun, des citoyens français, des citoyennes françaises qui viennent, vous envoient des mails pour, pas adhérer, mais peut-être vous apporter soutien? Je ne sais pas comment ça se passe, vu que vous n'êtes pas un parti, un mouvement. Vous arrivez à agréger des gens comme ça après des opérations de grande ampleur? Oui, complètement. De toute façon, on a à peu près 4000 adhérents, il me semble, en France. Et puis, en termes de militants, on est peut-être autour des 200 ou 300 militants actifs. Mais effectivement, après l'action, notamment à la place de la République, j'ai reçu personnellement des centaines de messages de soutien, de félicitations, merci de nous redonner de l'espoir, bravo, vous êtes courageux, etc. Comment dire, vous êtes l'honneur de la France, etc. On a reçu quand même énormément de messages très touchants de personnes qui voilà, ça a redonné de l'espoir de voir qu'il y avait des personnes qui pensaient comme eux, qui se bougeaient pour leurs idées, etc. Donc oui, on en reçoit beaucoup. On a une adresse mail, on a un contact téléphonique, notamment via WhatsApp et Telegram. Et on a évidemment des jeunes qui nous contactent pour nous rejoindre dans les différentes fédérations qu'on a en France. Après, malheureusement, à cause du fait qu'on est censuré sur les réseaux sociaux, notamment Twitter récemment, où tous les comptes de Génération Identitaire ont sauté. En tout, on était à une audience d'à peu près 100 000 personnes, ce qui est quand même assez conséquent. Donc, c'est plus difficile pour ces personnes-là de nous joindre. Effectivement, donc on a investi des réseaux sociaux un peu moins mainstream comme Parler ou Telegram, où là, qui prônent la liberté d'expression, où on est libre de diffuser nos idées. Mais c'est quand même un problème parce que c'est sur ces réseaux sociaux-là, de masse, qu'on atteint directement la jeunesse. Oui, parce que j'imagine que sur ces réseaux dont vous citez, les gens n'ont pas forcément encore basculé massivement sur ces réseaux et pouvoir recréer une communauté aussi importante sur ces réseaux-là, ça risque de prendre un peu plus de temps que prévu pour vous. Oui, quand on parle de génération identitaire, on se rend compte quand on lit les médias, qu'on les écoute, ou qu'on lit les sites internet, ou qu'on fait les chemins infos, et surtout quand vous faites des actions coup d'éclat, comme ça a été le 13 juin dernier, on voit quand même que vous êtes rapidement discrédité, montré du doigt, populiste, et j'en parle en termes de qualification de votre mouvement.
Comment vous réagissez, Thaïs Escuffon, à chaque fois à ce genre d'attaque? Alors oui, le traitement médiatique, il est évidemment partiel et partial. L'objectivité n'est pas de mise. Après, on s'y attendait évidemment. C'est pas quelque chose dont on est surpris parce que en tant qu'opposant, on va dire, de l'establishment du système, les médias étant au service de ce système et en étant un peu son moyen de diffusion, forcément, ils vont pas nous louer ou voilà, faire nos louanges. Après, voilà, c'est quelque chose dont on s'attend, on fait avec, et notamment grâce à ces actions-là, comme ils ne nous donnent pas la parole, qu'à cela ne tienne, on la prend nous-mêmes, et là, ils sont obligés de parler de nous, de nos thèmes, etc. Et puis, de toute façon, notamment après l'action Place de la République, pendant une semaine, les médias, toutes les chaînes d'information ont parlé du racisme anti-blanc. Donc, c'est quelque chose qui se fait quand même. C'est pas un frein. Le traitement médiatique que nous avons n'est pas un frein à la diffusion de nos idées. Oui, effectivement, vous parlez de ce sondage, je crois qu'il est paru sur CNews, me semble-t-il, je ne veux pas me tromper, sur le racisme anti-blanc. Oui, vous pensez effectivement qu'il y a quand même une part non négligeable de la population qui ne peut pas exprimer ces idées-là, mais qui les retrouve chez vous, c'est ça un peu? Oui, complètement. En fait, de toute façon, nos idées, elles sont majoritaires en France. Il me semble qu'il y avait un spécialiste de l'extrême droite, je ne me souviens plus du nom, qui avait dit oui, Génération Identitaire, ce serait très difficile de les dissoudre parce que une grande partie de la population pense comme eux. Et effectivement, c'est une majorité. Même quand on voit les différents sondages qui sont faits, notamment concernant l'immigration, il me semble que c'était 76% de la population française qui considérait qu'il fallait l'arrêter. Et différents sondages comme ça, même par exemple sur l'insécurité plus récemment, où la majorité des Français considéraient qu'il y avait de l'insécurité en France, etc. Tous ces sondages-là nous donnent raison, mais le problème, c'est que cette majorité-là, la plupart du temps, ne va pas aux urnes, parce qu'elle est très défaitiste, etc., qu'elle ne se sent pas représentée, qu'elle a un peu baissé les bras. Et donc, c'est aussi notre rôle à Génération Identitaire de lui montrer que non, la plupart des gens pensent comme eux. Et puis, en fait, il y a aussi ce phénomène-là de comment dire, quand vous dites que vous avez ces idées-là, vous pouvez être marginalisé, ou voilà, on vous met dans une case, etc. On vous traite de tous les noms, et il y a aussi cette peur du rejet du groupe. Donc les personnes n'osent pas réellement exprimer leur opinion. Mais quand les sondages sont réalisés, on voit très clairement voilà, que c'est la majorité. Chez Génération Identitaire, les membres, finalement, c'est assez homogène ou il y a des gens de toutes sortes qui militent avec vous? C'est pas forcément une classe sociale définie. Comment ça se passe? Non, non, vraiment, c'est les milieux sociaux, il y a vraiment de tout. C'est des jeunes de 16 à 26 ans en moyenne. Alors, majoritairement des garçons quand même, parce que bon, c'est un mouvement, voilà, il y a des prises de risques, etc. Et puis, de toute façon, en politique, on voit bien que c'est quand même un milieu qui intéresse majoritairement les hommes, hein, c'est pas un secret. Donc, ça se retrouve également à Génération Identitaire, en plus du fait que voilà, il y a des prises de risques et des actions un peu coup de poing qui séduisent davantage, on va dire, la gente masculine. Mais il y a des filles, il y en a tout de même. Voilà, j'en suis, j'en suis la preuve. Et on a évidemment toute notre place. Je ne me sens absolument pas opprimée avec mes camarades. Il y a une très bonne entente et voilà, une mixité sociale pour le coup qui est très appréciable, je pense, de voir. C'est très intéressant, très enrichissant. De voir des gens de parcours complètement différents, parfois qui viennent de milieux de droite ou parfois non, qui ont des parents complètement d'extrême gauche ou même communistes. Donc c'est vraiment une diversité complète. On s'entend voilà, là-dessus. Ça vous a surpris quand vous êtes rentré, vous, quand vous avez intégré Génération Identitaire, Thaïs Escuffon, cette mixité dont vous parlez? Oui, c'est vrai que je viens d'un milieu catholique. Donc c'est vrai que j'ai été davantage à rencontrer des personnes qui ne partageaient pas nécessairement ma foi, etc. Parce qu'on n'est pas un mouvement confessionnel, hein. Il y a des athées, il y a des catholiques, il y a des agnostiques, il y a un peu de tout. Après, voilà, ce qui nous rassemble, c'est qu'on défend cette identité, ces racines qui sont helléno-chrétiennes. Donc c'est évidemment des personnes qui vont être quand même favorables à la défense de l'identité catholique, parce qu'elle fait partie intégrante de notre culture et de notre patrimoine.
Oui. Alors, je voudrais qu'on passe, il nous reste encore 5 minutes, je voudrais qu'on parle des médias, on en a déjà un peu parlé, mais finalement, vous espérez, on voit une certaine chaîne d'infos qui sont en train finalement de commencer à inviter des gens qui sont dits réactionnaires, qui sont dits plus de droite dure. Mais est-ce que vous avez envie, ou c'est pas du tout votre but pour le coup chez les générations identitaires, de devenir peut-être, pas en changeant vos idées, mais de devenir plus fréquentable ou moins fréquentable pour, à un moment donné, avoir un peu la parole dans les grands médias, je parle, dans les grands médias? Oui, ben, en réalité, non, je pense qu'on reste fidèle à nous-mêmes. De toute façon, c'est une normalisation, on va vers une normalisation de notre discours parce que la plupart des gens finissent par assumer d'avoir ces idées face à la réalité qui les rattrape, qu'il faut prendre des décisions politiques, etc., concrètes. Donc, forcément, ce sont des thèmes et des débats qui vont avoir de plus en plus lieu. Et donc, à ce moment-là, c'est vrai qu'on va être peut-être davantage sollicité qu'avant, mais on compte pas changer particulièrement de politique, hein. De toute façon, on avait déjà eu des invitations pour des plateaux télé à grande audience. Bon, Oui. il se trouve que parfois il y a eu un contretemps, etc. Mais c'est quelque chose qui risque très probablement de se faire, hein. Oui, parce que d'accord, d'accord. Donc vous avez été déjà sollicité pour intervenir sur des chaînes. Oui, oui, D'accord. oui. Et Déjà. alors, sans rentrer dans les détails, sans avoir le nombre de chaînes, peu importe, c'est pas le plus important. Le plus important, est-ce que c'est récent ou pas finalement, ou ça court depuis un certain temps, ces invitations, ces demandes de vous inviter sur les plateaux? Est-ce que c'est relativement récent? Je dirais que oui, notamment, il y avait une certaine accélération après notre action Defend Europe dans les Alpes. Après, Oui. évidemment, ces plateaux télé-là ne nous auraient pas été particulièrement favorables, hein. On n'aurait pas été en terrain ami, mais c'est vrai que on a une importance et donc nécessairement, on va parler de nous. Ouais, ça c'est intéressant de pouvoir savoir à un moment donné comment aussi vous voyez l'avenir. Thaïs Escuffon, vous avez vu les déclarations d'Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, qui a recommencé à parler d'un sentiment d'insécurité. D'ailleurs, il y a eu quand même une levée de bouclier, même de gens qui sont pas forcément en accord avec ces idées-là ou cette idée-là, bien sûr. Mais on se rend compte qu'il y a quand même, on a l'impression qu'il y a quand même encore un fossé entre la vision de certains hommes politiques au pouvoir, hein, aux manettes, et la réalité que vous dénoncez chez Génération Identitaire ou même au collectif Névésis, hein, qui le dénonce aussi. Oui, comme j'ai pu le dire, effectivement, nos hommes politiques sont complètement déracinés et hors sol. Ils ne vivent pas la réalité des Français. Et de toute façon, c'est un fossé qui va de plus en plus se creuser et la réalité, elle va de toute façon les rattraper. Et, ils pourront pas plus longtemps faire la sourde oreille, faire la sourde oreille face aux témoignages de Français de ce qu'ils vivent réellement au quotidien. Parce que c'est pas en habite Monsieur Dupond-Moretti, je pense qu'il habite dans un quartier assez cossu. Je pense que c'est pas le problème financier qui doivent l'inquiéter. Et alors que on a beaucoup de Français qui habitent en France périphérique, en banlieue, etc., qui vivent l'insécurité au quotidien. Donc quand il vient leur parler de sentiments d'insécurité, j'ai envie de lui dire qu'il aille s'adresser à la famille d'Axel, la jeune femme qui s'était fait traîner sur 800 mètres et démembrée par des racailles à Lyon. On va voir si c'est qu'un sentiment d'insécurité. Hmm. Dernière question, Thaïs Descuffon, merci d'avoir accepté cet entretien dans Putsch Live. Finalement, on a quand même comment ça pourrait se mettre en place politiquement, parce que vous êtes un mouvement, Génération Identitaire. Il semble aujourd'hui quand même avoir beaucoup de gens qui sont excédés, mais ça se dit de plus en plus sur les plateaux télé. On voit d'ailleurs une libération de la parole sur certains plateaux. Je suis moi-même étonné de certains discours de gens qui ne tenaient pas il y a un an et qui aujourd'hui se laissent aller sur les plateaux télé, ou du moins qui expriment des idées. Et tant mieux, c'est le débat, chacun peut avoir son idée là-dessus. Comment vous pensez que ça peut s'incarner politiquement? Est-ce que ça peut s'incarner politiquement, votre courant d'idées, Thaïs Descuffon, un jour ou l'autre? Un parti politique, des responsables politiques? Comment ça pourrait... Et vous-même, déjà vous-même, les générations identitaires? On n'a pas des ambitions électorales. En revanche, c'est vrai que voilà, en imposant nos idées sur le débat public, on ne fait pas seulement que dénoncer des faits de société, des problèmes de notre société, on propose également des solutions politiques concrètes à cela. Et on attend tout simplement que les politiques, qu'importe le parti, s'en emparent. On avait notamment, il me semble, François Hollande en 2016 qui avait parlé de la déchéance de nationalité pour il me semble, pour les djihadistes binationaux. Oui, ça avait fait Enfin, ça, d'ailleurs c'est une mesure. une polémique au plus haut sommet de l'État et même dans la classe politique.
C'est ça. Alors malheureusement, bon, il avait abandonné, mais c'est là où on voit que c'est pas nécessairement un parti précis qui pourrait être le vecteur de nos solutions. Après, nous, ce qu'on propose notamment, c'est la remigration. C'est c'est une politique de remigration qui consiste au retour dans leur pays d'origine d'une majorité d'extra-européens présents en France et en Europe. Et donc voilà, on avait notamment publié un livre. On a une maison d'édition, on avait publié un livre qui s'appelle 30 mesures pour une politique d'identité et de remigration. Voilà, on vous donnait 30 mesures concrètes et faisables politiquement, même aujourd'hui par n'importe quelle politique, des mesures coercitives et incitatives. Par exemple, l'interdiction de la production de halal, l'interdiction de la construction de mosquées ou l'arrêt des subventions aux mosquées, également la suppression du regroupement familial, l'abrogation du droit du sol, la suppression de l'AME, enfin tout un tas de mesures concrètes et très simples finalement qui pourraient clairement contribuer à ce retour au pays dont je vous ai parlé. Donc voilà, on ne fait pas seulement que dénoncer. Ce qu'on veut également, c'est apporter une alternative parce si on était seulement dans l'opposition à agiter seulement des clochettes sans vraiment donner de solution, on ne serait pas vraiment utile. Mais c'est pas notre cas. D'accord, donc en tout cas, merci Thaïs Escuffon, on a eu votre discours, on vous remercie d'avoir accepté ça. Merci d'être venu dans l'émission. Chacun se fera son idée. C'était notre boulot, c'est notre boulot aussi de vous inviter sur Putsch Live pour de manière à vous puissiez vous exprimer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Thaïs Escuffon. On rappelle, vous êtes militante chez Génération Identitaire et on vous connaît maintenant médiatiquement depuis le gros coup d'éclat du 13 juin, place de la République, où vous avez déployé une grande banderole qui vous a valu les projecteurs des médias braqués sur vous. Thaïs Escuffon, merci beaucoup. À très bientôt. Merci pour votre invitation. Merci, avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve, nous, lundi soir. Bye bye, vive la démocratie. Salut.